sujet qu'on n'a jamais abordé dans cette émission, la drépanocytose. Aujourd'hui, nous allons en parler avec Dr Siloué, Dr Soro et Kofi Anne qui sont déjà installés sur le plateau. Bonsoir à vous. Bonsoir Niki, comment vas-tu? Bonsoir Anto, bonsoir à nos invités, bonsoir aux téléspectateurs. J'espère que tout le monde se porte en santé, même si aujourd'hui on parle malheureusement de la drépanocytose. Ou plutôt heureusement, comme ça beaucoup d'entre nous seront informés. On en parle très peu. Donc, ça serait plutôt pas mal. Oui, donc, plutôt pas mal pour en savoir un peu plus. Alors, j'avais donc dit qu'on avait Dr Siloué, Dr Soro et Kofi Anne qui sont présents sur le plateau. Dr Siloué qui est à ma droite, c'est bien ça? Dr Soro et Kofi Anne. Est-ce qu'on peut se présenter quand même pour toutes les personnes qui nous regardent? On va commencer par les dames. Dr Soro. D'accord. Bon, moi, je suis Dr Soro Nmoudjo. Je suis le point focal du projet Drépassi en Côte d'Ivoire. Okay. D'accord, le point donc focal. Tu t'occupes des cas de drépanocytose, voilà, c'est bien ça? Je travaille dans le cadre d'un projet, on fait le dépistage et la prise en charge des patients drépanocytaires. Bon, pour l'instant, le projet, c'est pour les enfants de 0 à 1 an. D'accord. D'accord. De toute façon, on rentrera un peu plus dans les détails. Tu vas nous expliquer comment ça se passe, comment ça marche. Et Kofi Anne. Ok, merci. Je suis Anne-Jocelyne Kofi, je suis consultant formateur marketing digital, mais je suis blogueur santé drépanocytose parce que moi-même je suis drépanocytaire de type SS. Okay. D'accord. Donc on a déjà un cas sur le plateau, on a donc deux docteurs, dont Dr Siloué. Présentation. Bonjour à tout le monde. C'est un plaisir. Bonsoir à tout le monde. Je suis effectivement le Dr Siloué, Douma Alexis. D'accord. Okay. Voilà, je suis médecin. Je suis hématologue, on va dire onco-hématologue, mais je suis hématologue pour la situation. Je suis maître assistant en hématologie clinique à l'université Félix Houphouët-Boigny. Mais j'exerce la médecine à Cocody. D'accord. On était initialement au CHU de Yopougon, mais qui a été fermé. Donc on est délocalisé à Cocody. C'est là-bas qu'on reçoit les patients drépanocytaires dont on va parler. Alors, est-ce que vous êtes collègues? Bien, on est collègues. D'accord. On est collègues. Elle est venue dans le service dans le cadre du projet Drépassi et elle est le point focal de tout ce qui est drépano, comme il a dit. Voilà, c'est elle qu'on réfère tous les patients dans le cadre du projet actuel. Et le projet, il consiste en quoi? Eh bien, le projet Drépassi, c'est un projet qui a été instauré par la Fondation Pierre Fabre et l'Agence française de développement, l'AFD. Donc, le projet est instauré dans 4 pays de l'Afrique, le Cameroun, la Centrafrique, la RDC et la Côte d'Ivoire. Donc, on fait le dépistage, la prise en charge néonatale des enfants souffrant de la drépanocytose. Donc, entre 0 et 1 an. On organise aussi des campagnes de sensibilisation où on dépiste les personnes de tout âge. On fait aussi des formations pour le personnel de santé pour renforcer les capacités en tout ce qui est prise en charge. De toute façon, on le répétera en fin d'émission, on va donner les contacts pour qu'on puisse savoir où vous êtes situés et autres. Alors, première question, moi, qui me vient à l'esprit, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui nous regardent en ce moment, je suis sûre que vous êtes un peu bleu-bleu, vous vous dites, mais ok, on entend drépanocytose depuis le début, mais qu'est-ce que c'est finalement? Docteur Siloué, est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce que la drépanocytose concrètement? Oui, on peut vous expliquer dans des mots terre à terre. Dans des mots terre à terre. Avant d'aborder le sujet, comme il est bien sciant chez nous, c'est bien de dire merci à ceux qui nous ont envoyés vers vous. C'est un plaisir. Voilà, ça c'est déjà dire merci à l'FTV qui nous donne l'occasion de parler un peu de la drépanocytose. Et puis dire merci à mon patron, le professeur Kofi Gustave, qui nous a permis de venir parler de l'émission. Et puis dire que c'est lui qui copte le projet Drépassi avec la nationale, avec docteur Soro. Et nous, on les accompagne en fait en tant que membres du service. D'accord. Donc, pour parler de la drépanocytose, déjà, ce que tout le monde sait, c'est que c'est une maladie qui est héréditaire. Voilà, une maladie qui se transmet des parents aux enfants, des deux parents aux enfants. Et puis, c'est une maladie du sang. Une maladie de globules rouges, c'est-à-dire c'est le constituant, l'élément principal du globule rouge qu'on appelle l'hémoglobine, qui n'est pas normal, qui est anormal, qu'on appelle hémoglobine S. Voilà, donc c'est elle qui donne tous les signes de la maladie. D'accord. Donc on est un peu situé, c'est déjà ça. C'est une maladie du
virus qui affecte les globules rouges et qui quand ils sont anormaux, deviennent des hémoglobines malformaux. Et ils sont appelés S. Voilà, hémoglobine S, S pour cycle, comme en anglais. D'accord. Voilà, la même chose qu'on dit drépanocytose, c'est drépano, qui veut dire également en grec ancien, faucille. La faucille qu'on prend pour couper les herbes. D'accord, voilà, comment vous coupez le riz là. Voilà. Donc quand on dit drépanocytose, ça veut dire faucille. Et puis cytose, ça veut dire cellule. Donc drépanocytose, donc drépanocytose. Donc vous voyez terminologiquement on dit maladie qui est liée à une hémoglobine qui est falciformée en forme de faucille. D'accord, donc c'est de là que vient le mot drépanocytose. Voilà. Docteur Soro, est-ce qu'on connaît les causes de la maladie? Bon, les causes de la maladie, pour l'instant, celle qui est la principale cause, c'est l'endogamie, c'est-à-dire les mariages consanguins. C'est de là que tout est parti. D'accord. Pour ceux qui ne savent pas, les mariages consanguins sont des mariages de même... qui se font même famille. Voilà. Cousins, cousines, dans la même localité, dans la même région. Est-ce que c'est très généralement le cas? Est-ce que c'est-à-dire si aujourd'hui, moi je me marie à mon cousin, forcément on aura un enfant qui est drépanocytose? Non, pas la maladie plutôt. C'est de là que ça vient, mais au jour d'aujourd'hui, il y a eu un peu de brassage, donc c'est plus vraiment ça, puisque c'est comme Dr Silou a dit, c'est héréditaire. Donc tant que vous êtes normal et que votre partenaire est normal, même si vous êtes cousin, cousine, vous n'allez pas avoir d'enfant drépanocytaire. Mais dans ce cas-là, d'où est-ce que la maladie peut venir? Parce que tout à l'heure, il a dit c'est quand les deux conjoints ou les deux partenaires ont la maladie que l'enfant a la maladie. Donc, il peut y avoir des cas où un peut avoir, l'autre ne pas avoir et ça n'affecte pas, ou que les deux n'aient pas et que ça affecte. Donc, il faut qu'on soit un peu situé là-dessus. Justement, c'est là que j'allais en venir avec le deuxième volet de la question. C'est que dès que je dis c'est une maladie héréditaire, ça veut dire que la transmission ici, on va dire en termes techniques, autosomale récessive. Ça veut dire que la maladie vient des gènes que les deux parents envoient. Pourquoi on dit autosomal? Ça veut dire que ce n'est pas lié au sexe, ça veut dire que ce n'est pas lié au fait que moi je suis garçon, toi tu es femme, non. Les deux parents portent le gène sur un chromosome qui n'est pas forcément un chromosome sexuel, par opposition. Et donc, on dit récessif, pourquoi? Parce qu'il faut que les deux parents envoient chacun une partie de la maladie. Donc, voilà, si un parent a la maladie et qu'il envoie le gène, ce n'est pas suffisant à contaminer l'enfant. Si le mot contaminer n'est pas dit à rendre l'enfant malade. D'accord. Voilà, ça veut dire qu'un gène donné à l'enfant d'un seul parent donne le trait. Si vous voulez, on va en parler, mais le trait drépanocytaire, ce n'est pas symptomatique. D'accord. Ok. Et c'est quoi les stades des types de maladies? Justement, tu veux que j'en parle? Bon, pour les types, on a les formes mineures, on va dire les formes AS. On a l'habitude de voir. Voilà, comme le docteur a dit, s'il y a l'un des parents, par exemple, qui est normal, il peut en donner le A, qui est l'hémoglobine normale. Et si l'autre parent, il est malade, il peut donner le S, qui est l'hémoglobine anormale. Donc, ça fait la forme AS. Ça, c'est les porteurs asymptomatiques, comme on le dit. Normalement, ce sont des personnes qui ne font pas la maladie, mais ils sont capables de la transmettre. Maintenant, il y a les formes majeures, comme les formes SC, les formes SS. Ou ici en Côte d'Ivoire, les formes avec les bêta-thalassémies qu'on retrouve ici aussi. Donc, ça, pour faire un peu plus simple, c'est comme si normalement, des différents types d'hémoglobine, il y a l'hémoglobine F qui est normalement se retrouve avant 6 mois de vie, c'est-à-dire chez les bébés qui viennent de naître jusqu'à 6 mois. Et chez certaines personnes, ça peut persister au-delà de 6 mois. Et c'est en plus des traits drépanocytaires. Donc, il est drépanocytaire plus la bêta-thalassémie. Ça aussi, c'est une forme majeure. Ah, il y a mes flaques baissées. Drépanocytaire plus bêta-thalassémie, c'est ça? En d'autres termes, il y a 4 formes. D'accord. Quand les deux parents se sont reliés, peu importe ce qu'ils ont, on ne sait pas, mais quand ils vont faire leur enfant, pour parler de drépanocytose, il faut que l'enfant porte l'anomalie S, l'hémoglobine S. C'est à partir de ça qu'on va proposer les différentes formes. Lorsque c'est un seul parent qui envoie son hémoglobine anormale qui est S, on dit AS, c'est la forme asymptomatique. Normalement, il n'y a pas de symptômes. Les patients vont nous dire il n'y a pas de symptômes. Maintenant, il y a 4 autres formes. Donc, il y a une forme la plus sévère qu'on appelle la forme SSFA2. SSFA2, c'est la forme homozygote, c'est la forme la plus méchante. Elle entraîne en même temps une anémie et des douleurs.
D'accord. Et puis maintenant, il y a les autres formes, comme elle a dit, associées à d'autres maladies de l'hémoglobine. Il faut dire qu'il y a d'autres maladies qui existent. Il n'y a pas que la forme S qui existe. Il y a la forme C, il y a la forme D, il y a plusieurs anomalies de l'hémoglobine qui existent. Maintenant, la thalassémie bêta, c'est l'hémoglobine F qui est en surplus. Donc, lorsque la drépanocytose avec l'hémoglobine S est associée à l'hémoglobine F, on dit que c'est une forme associée à la thalassémie bêta. Donc, c'est pourquoi on dit SFA2 et puis SAFA2. Ça fait déjà 3 formes. Et donc, la plus dangereuse, c'est le SS. Voilà. Il y a une dernière forme qui est la forme associée à l'hémoglobine C. Donc, en ce moment, on t'appelle drépanocytaire SC parce que tu as associé le C et le S. Alors, Kofi Anne, elle est assise là depuis le départ et elle nous écoute. Tu te sens concernée, on le sait. Oui. Et moi, je voulais savoir déjà quel type de drépanocytose, à quel stade tu en es? Ok, donc moi je suis de forme SS. SS, d'accord. Comme il a dit, la forme la plus grave. La plus grave. Mais aujourd'hui, je pense que j'ai grâce à des recherches que moi-même j'ai faites sur la drépanocytose et puis sur des techniques un peu, disons, asiatiques, chinoises, japonaises et autres. Donc aujourd'hui, ça fait plus ou moins 10 ans que je ne fais pas de crise, pratiquement. D'accord. Je pense qu'on va en revenir tout à l'heure sur ton histoire et tout. Mais après, docteur Siloué, pourquoi est-ce que vous avez décidé d'en faire votre spécialité, la drépanocytose? Ça, c'est vraiment une question personnelle. En réalité, tout ce qui est maladie de sang, tout ce qui est maladie héréditaire, c'est des pathologies qu'on ne maîtrise pas. Ça vient à soi. Ça vient à soi, vous voyez. Donc, du coup, quand vous voyez des patients qui en souffrent, tu as déjà envie de l'aider en fait. Donc c'est une motivation qui m'a fait rester. Mais sinon, je ne suis pas venu en hématologie parce que je voulais prendre en charge les drépanocytaires. Non, mais par contre, je suis resté en hématologie parce que je voulais prendre aussi en charge les drépanocytaires. D'accord. Parce que c'est aussi dans la famille. Hein, voilà. Donc j'ai des parents qui sont drépanocytaires. Ok, donc c'est une raison aussi. Il faut dire que c'est une maladie qui est très fréquente. Voilà, on va dire que si on prend 100 patients en Côte d'Ivoire, la prévalence, la fréquence, il y a au moins 12 patients sur le 100 qui portent l'hémoglobine S. Okay. Vous voyez un peu, si on compte 1, 2, 3, 4, 100, il y a 12 qui sont malades donc vous voyez que c'est vraiment fréquent. Ça pose vraiment un problème de santé publique en Côte d'Ivoire. Alors pour revenir sur Kofi Anne, on aimerait quand même que tu nous racontes ton histoire. Comment ça a débuté? Qu'est-ce qui s'est passé? Et lequel de tes parents, si j'ai bien compris, c'est les deux qui ont la maladie? Oui, bon, effectivement, ça a commencé quand j'étais enfant. Mes deux parents ne sachant pas qu'ils étaient AS chacun. D'accord. Donc, bon, m'ont mis au monde, comme on disait. Donc, j'étais un enfant normal, j'ai grandi normalement. Et quand j'ai commencé l'école, à partir de la maternelle, que les crises ont vraiment commencé. Donc, au départ, c'était une sorte de pâlure répétée et d'anémie. Ensuite, le médecin, en fait, le pédiatre à l'époque qui me suivait a demandé à mes parents qu'il fallait faire l'électrophorèse, donc qui est l'examen qui permet de déterminer voilà, si vous avez la maladie ou pas. Donc l'électrophorèse a été faite et malheureusement, ou heureusement, je dirais, on a découvert que j'étais porteur de la drépanocytose SS. Et là, tu avais quel âge? Je crois que j'avais 3 ans, 3 ou 4 ans. 3 ans. Est-ce que tu avais d'autres frères et sœurs? Oui, j'avais d'autres frères et sœurs. J'ai 5 frères et sœurs. D'accord. Et sur les 5, nous sommes 3 à être porteurs de la drépanocytose. Et toi, tu es la quelième sur les 5? Moi, je suis deuxième. La deuxième? Oui. Mais ton premier frère ou ta première sœur n'était pas... Non, pas du tout. Donc à 3 ans, à 3 ans, voilà, quand on a découvert, j'étais à la maternelle, pratiquement petite section, et voilà, quand on a découvert que j'étais drépanocytaire. Donc c'est parti de là, et on a commencé maintenant un suivi au CHU de Yopougon. Donc chaque mois, nous faisions le voyage, parce que nous vivions en ce temps à Yamoussoukro, donc avec les parents, donc on venait tous les mois disons à Abidjan pour le suivi, donc avec professeur Sangari, paix à son âme. D'accord. Avant d'arriver un peu plus loin dans l'histoire, comment le test se fait? Avant d'arriver au test, je voudrais rebondir sur ce qu'elle a dit. Il faut dire que la maladie se découvre dès l'enfance. Les formes comme ce qu'elle porte, SS, déjà à 6 mois déjà, les premiers signes apparaissent.
Et si les parents sont alertes, ils vont dire que, ah, docteur, mon enfant a les bras et les paumes des mains qui s'enflent. C'est déjà la crise qui commence. À 6 mois, vous venez déjà pour nous voir pour le dépistage. Et pardon, pour le diagnostic. Donc, le diagnostic, c'est fait à base d'un examen qu'on appelle l'électrophorèse de l'hémoglobine. Okay. C'est ce qu'on réalise sur le sang. Et ça nous donne les fractions, les différentes fractions de l'hémoglobine. Et en fonction des fractions, on détermine la forme que vous avez. Mais après, non, à 6 mois, quand tu as ton bébé, tu te dis que peut-être qu'il prend du poids et tout. Tu ne peux pas t'imaginer, tu ne peux pas penser tout de suite à la drépanocytose. Mais en tant que parent, même, qu'est-ce qu'on devrait faire déjà, avant même d'avoir des enfants, pour prévenir ça? Est-ce qu'il faut aller faire des tests par rapport à ça? Parce qu'on ne fait pas vraiment attention. Si, effectivement. C'est pour ça qu'on est là pour le projet Drépassi. Principalement, c'est l'un de nos objectifs. Le plus important, c'est de faire le dépistage précoce des enfants. C'est-à-dire, dès la naissance, c'est possible maintenant de détecter le trait drépanocytaire chez un bébé. Donc, l'idéal, dès la naissance, même si on n'a pas encore les premiers signes, c'est mieux de faire directement le test, l'électrophorèse de l'hémoglobine de l'enfant pour détecter s'il est drépanocytaire ou pas. Comme ça, dès l'instant, on peut commencer une prise en charge, ce qui va faire que l'enfant va faire moins de crises et puis il peut espérer avoir une enfance normale comme un enfant normal. Mais avant de revenir sur Kofi Annecy, on est nous-mêmes des jeunes mariés. Quelque chose, voilà, à ce qu'elle a dit. C'est effectivement, c'est là qu'il ne faut pas attendre forcément de s'unir. Pour savoir que vous êtes drépanocytaire. Voilà, qu'est-ce qu'on fait quand on est sur le chemin du cheminement? Il faut déjà, par exemple, ses enfants, déjà, ceux qui sont AS parmi, ils doivent déjà savoir qu'ils sont AS. Et puis, la maman va déjà inculquer aux enfants que quand vous allez grandir, il faut éviter d'avoir des couples à risque. Donc, quand ils vont commencer à grandir, ils vont éviter de se mettre en relation avec des personnes à risque comme eux. Mais comment on fait cette approche-là? On rencontre quelqu'un aujourd'hui? Non, mais déjà, si ta maman est drépanocytaire et toi tu es né, tu sais que tu es AS. Oui. Il faut déjà avoir une démarche. Ça, c'est ceux qui savent pour eux, mais il y en a qui ne savent pas du tout. Et quand ils vont entrer en relation avec une personne de sexe opposé et qu'ils prévoient faire des enfants, il faut déjà, même avant d'aller au mariage, faire son dépistage en faisant l'électrophorèse. Si ça sort que tu es AA et que ton conjoint est AA, vous allez ensemble. Mais si tu es AS, le conjoint est AC ou bien AS, chacun de vous a une hémoglobine à risque et lorsque vous deux, vous allez vous unir, vous allez faire un patient malade, donc vous évitez de vous mettre ensemble. Wow, donc ça, c'est le dépistage prénuptial, c'est ça? Prénuptial. Faire un enfant, c'est pas facile. Hein. Effectivement. Pour rebondir sur ce qu'il a dit, comme notre patron a l'habitude de dire, professeur Kofi, faites le test avant que l'amour ne s'installe. Parce qu'après, quand on est amoureux, c'est pas facile de venir dire à un couple peut-être qui veut se marier, non. Vous formez un couple à risque, donc il va falloir se séparer. Donc quand tu prends ton pain, dès que tu le rencontres, qu'il te drague, allons à l'hôpital, on va se faire. Dès que tu l'as vu de loin, exactement. il faut prendre des enquêtes pour savoir ce monsieur-là, est-ce qu'il n'a pas une famille? Voilà, il faut déjà t'enquêter. Voilà, mais ça c'est un peu compliqué. Moi, par exemple, aujourd'hui, je n'ai jamais fait de test, je ne sais pas ce que je suis. Bon, je suis en couple. Mais est-ce que vous avez déjà fait le test, forcément? Oui, moi, j'ai fait mon test. D'accord. Chez moi, c'est obligatoire de faire le test quand tu rentres au service pour savoir l'électrophorèse. Et de ton côté? J'avais quand même une question parce que ça revient souvent. Elle a parlé d'anémie. Est-ce que forcément, quand on est anémié, il y a un risque? L'anémie, c'est plusieurs stades. On sait que c'est une maladie. Il y a deux formes, comme on a dit. Il y a deux formes qui sont fréquemment anémiques. Et il y a deux formes, on dit qu'il y a 4 formes. Donc il y a 2 formes qui sont moins anémiques. La forme SS et la forme SFA2 sont anémiques. L'hémoglobine est toujours autour de... Même quand il va bien, il est toujours anémié. Il a 8 grammes, 9 grammes, 8 grammes, 9 grammes. Et puis il y a 2 formes, SC et SAFA2, sont non anémiques. Donc en général, ils ont 10 grammes. Même avec ça, ils sont encore anémiés, mais ils ne sont pas trop sévères. Donc du coup, l'hémoglobine va se surveiller pendant vos visites médicales. Et en ce moment-là, on va vous donner un taux d'hémoglobine de base que vous allez mettre sur l'élément de surveillance. Et les SS, comme elles, peuvent tourner autour de 7 grammes. Ils sont bien. OK. Voilà. Wow. Pour le coup, quels sont les symptômes que tu as pu découvrir tout au long de ces années-là?
Est-ce que tu te souviens même de la période? Parce que tu avais 3 ans, tu étais jeune. Oui, effectivement. C'était juste de la fatigue, beaucoup de fatigue. Donc, ça c'était les premiers symptômes. Après, suivi des douleurs, donc récurrentes au niveau des articulations, donc du pied, des bras, souvent même de la poitrine. Et puis, d'autres, comment dirais-je, complications au niveau des yeux aussi. La vision un peu floue, mais bon, ça va. Voilà un peu les symptômes que j'ai. Et quand on parle de crise, c'est quoi exactement? Ce sont des douleurs. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des bébés. Oui, l'accouchement, comme l'accouchement. Donc, imagine la douleur de l'accouchement. Voilà. Mais en pire, en fait, n'est-ce pas? Voilà. Non, pas en pire, parce que moi, j'ai accouché et j'ai trouvé que la douleur de l'accouchement était pareille pratiquement à la... Oh my God! Sur quelle période? Chacun a son Comment? seuil Sur quelle période, au fait? La douleur? Oui. Bon, ça dépend. Donc, tu peux te faire, par exemple, quand je suis tombée enceinte, j'ai fait 1 mois de douleur, disons le premier trimestre. Donc, pendant 1 mois, j'étais pratiquement en crise. Oh là Et là. après, j'ai plus de crise jusqu'à l'accouchement. Donc ça dépend. Wow. Donc, ça peut dépendre de soit si tu as une infection. Donc, tu peux faire 1 jour, ça peut être une demi-journée, ça peut être 2 jours, ça peut être 3 jours. En tout cas, c'est variable. Oh là Vraiment là. variable. Donc, avant même d'arriver au docteur, je veux qu'on revienne un peu sur ton histoire, ce qui s'était passé donc après, parce que là, tu m'as dit que tu es tombée enceinte, tu as accouché, Oui, forcément, bon. tu as rencontré quelqu'un. Oui. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu avais déjà fait le test? Oui, tu lui as annoncé? Comment ça s'est passé? Moi, je veux tout savoir dans les détails. D'accord. Donc, bon, disons, mon histoire un peu, typique. Hein. Donc, au départ, c'était que je connaissais déjà mon statut. Donc, du coup, c'est sûr qu'il faut chercher un partenaire qui n'est pas malade. Donc, bon, par la grâce de Dieu, je trouvais un partenaire qui n'est pas malade, donc qui est AA. Comment tu lui as annoncé et comment il t'a dit qu'il n'était pas malade? Non, au départ, j'étais pas... J'ai repoussé beaucoup les hommes. Ok. Pourquoi? À cause de la drépanocytose. Donc, j'avais vraiment peur d'entrer en relation parce que d'abord, j'avais une idée préconçue disant que les drépanocytaires ne pouvaient pas faire d'enfants et les drépanocytaires à 18 ans mouraient. Donc, dans ma tête, quand j'étais en tout cas... donc, je pense que c'était dans l'adolescence. Hein. Ah, ok. Donc, j'ai appris ça. Et puis, donc, j'attendais ma mort à 18 ans. Donc, j'attendais que je meure. Donc, chaque fois, je faisais des funérailles dans ma tête. Et même quand j'étais en crise, j'attendais. Souvent, je disais ça. Ma mère a dit, arrête de dire des bêtises. Voilà, donc ma mère m'écriait tout le temps là-dessus. Non, tu vas vivre, il ne faut pas dire des choses pareilles et autres. Donc mon père aussi me disait ça. Mais c'était calé dans ma tête en fait. Donc quand j'ai eu 18 ans, je me suis dit, ah, je ne suis pas morte. Le temps passe, le temps passe, voilà, le temps passe. On a 19 ans et puis on est là. Donc du coup, je n'ai pas eu de relation très tôt. Donc je repoussais même les hommes qui venaient me draguer. Je leur disais, ah, moi je suis malade, hein. Est-ce que tu as assez d'argent? Parce que mon père me disait, celui qui va te marier, il doit avoir l'argent. Même toi, tu n'es pas malade, il doit avoir l'argent. Donc, voilà. Donc parce qu'il dit, tu fais beaucoup dépenser. Donc ton mari, là, il faut vraiment qu'il ait les moyens. Il me disait toujours ça. Donc du coup, moi j'avais vraiment peur. Donc je ne veux pas faire souffrir quelqu'un. Je voyais mes parents se débattre, vraiment. Et je les salue au passage, je leur dis merci parce qu'ils ont vraiment bataillé pour nous. Forcément, ça ne devait pas être facile. Ça, c'était pas facile. C'était vraiment pas facile. Donc, du coup, quand je suis entrée en relation, j'ai dit à mon conjoint, je suis drépanocytaire, donc fais ton test d'abord. Au bout de combien de temps tu lui as dit? Comment? Au bout de le premier jour. Ah, le premier jour, je l'avais été draguée. Elle a bien fait. Exactement. Forcément. Parce qu'après, tu n'as plus on s'attache. Je veux me marier, je suis d'accord. Tu vas me draguer, je veux me marier, je ne sais pas que je veux cheminer avec toi et puis qu'on se laisse. Donc, si tu es prêt, on s'en va. Et puis, je te dis, voilà la drépanocytose, voilà ce que ça fait, voilà ce que cela va impliquer. Donc, il m'a regardé et dit, OK. Il n'y a pas de souci. Il était déjà mouru. Il était déjà mouru. Oui, je pense que oui. Donc il a fait son test. Voilà, donc il a fait son test. Je l'ai accompagné. Il a fait son test, on a pris les résultats. Après, je lui ai dit, OK, c'est bon, c'est tant mieux. Donc, voilà, donc je vais réfléchir. Je lui ai dit ça comme ça. Il a dit, pourquoi
Voilà, bon, j'ai beaucoup fait tourner, mais bon, il est resté. Attends d'abord, Kosciane, ce que tu dis là, c'est très intéressant. On revient tout à l'heure là-dessus. Après, est-ce qu'il y a un traitement pour ça? Je ne sais pas si vous voulez qu'on parle un peu des signes. Oui. Ou bien c'est suffisant pour passer au traitement. Oui, on peut parler Parce que des signes. normalement, comme elle a dit, la maladie, déjà, ça remonte à l'enfance. Voilà. Et puis, la plus forte, on va dire quoi, le plus grand symptôme, c'est la douleur. Comme elle a dit tout à l'heure, tantôt, il y a des seuils. Dès qu'elle a vu que la douleur, c'est comme l'accouchement. Déjà, l'accouchement, c'est heureux. Voilà, tu accouches, c'est heureux, mais la douleur, c'est une douleur qui est malheureuse, en fait, en réalité. Et nos patrons nous disent, c'est comme si on prenait une scie, et puis on te... Parce que c'est ça, voilà, et puis on te déchire l'os. On déchire l'os avec, donc c'est très, 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 très douloureux. Et cette douleur-là a l'avantage de céder rapidement lorsque le facteur qui a fait que la douleur est venu à céder. Donc ça veut dire qu'il y a des facteurs déclenchants. Ça veut dire que la personne qui est assise comme ça ne peut pas avoir mal, tant qu'il n'y a pas de facteurs qui viennent déclencher. Et c'est quoi ces facteurs-là? Ces facteurs qui déclenchent rapidement, c'est-à-dire qu'il y a la fièvre. La fièvre, et derrière la fièvre, vous avez le palu, vous avez l'infection. Et puis après, vous avez l'effort physique intense et prolongé, c'est-à-dire un effort qui est très, très, très intense et qui est prolongé. C'est pour ça que quand on était à l'école, nos amis drépanocytaires ne faisaient pas... Justement, ils sont dispensés. Voilà. Quand il va bouger la journée, le soir, la nuit, il a mal. À part l'effort, il y a les patients qui sont déshydratés. Si tu as perdu beaucoup d'eau par le vomissement ou bien par la diarrhée, ça peut donner la douleur. Et puis aussi le stress également. Une fois que vous stressez, vous criez sur lui pour le frapper, il peut faire la crise. Et puis quoi encore, il y en a plusieurs comme ça. Et même quand vous allez en altitude, si vous prenez l'avion, vous pouvez faire la crise en avion. Oui. Donc il y en a plusieurs facteurs comme ça déclenchants. Il y a au moins 5 à 6 éléments qu'on peut vous donner, comme ça me vient à l'esprit. Et à part la douleur que vous pouvez, la douleur cède spontanément. Quand on lève le facteur déclenchant, mais il ne faut pas attendre que la douleur cède. C'est très fort la douleur. Donc il faut céder la douleur rapidement. Hormis la douleur, vous avez aussi l'anémie avec l'hémolyse qui est derrière. Vous allez les voir dans les yeux jaunes parce qu'ils sont en train de faire l'hémolyse, ils sont en train de casser les globules rouges. Ça, ce sont les deux principaux signes. Et quand le patient, comme elle a dit, qu'on ne vieillissait pas, maintenant les patients vieillissent. Mon patient le plus âgé a 74 ans. Voilà. Il y en a, oui, donc ça veut dire qu'ils vieillissent. Mais alors quand ils vieillissent, c'était à 18 ans. Voilà, donc c'est pas ça. Mais quand ils vieillissent, ils ont des complications. C'est ça qui fait le problème actuellement. Parce qu'à un moment donné, comme elle, par exemple, elle est bien. Mais si elle ne vient pas à l'hôpital, c'est pour se faire surveiller, pour qu'on puisse dépister les complications et les prévenir. Le jour qu'on va la voir à l'hôpital, on va la voir avec une complication, c'est-à-dire des problèmes de vision, c'est-à-dire une insuffisance rénale, c'est-à-dire quoi encore, elle peut faire une AVC, pas elle, mais je parle des patients qui se font suivre. Un AVC, une cécité, peut faire même un arrêt cardiaque, une embolie pulmonaire, ce qu'on appelle le syndrome thoracique, en tout cas une nécrose de la hanche. Vous voyez, ils ont des béquilles qui marchent. Donc c'est ça les complications. Donc même quand tu vas bien, il faut venir à l'hôpital. Nous, qu'est-ce qu'on va vous demander comme analyse pour voir venir la complication 2 ans, 3 ans à l'avance et on anticipe. Mais après, quand on parle d'anticipation, ça veut dire que c'est un mal qui est chronique, ça ne se soigne pas. Bien sûr. On n'en guérit pas. Oui, exactement. Et tu peux, parce que souvent, il y a des gens qui ont une certaine douleur un peu élevée. Peut-être sûrement elle est comme ça. Et ils vont garder la douleur en eux, alors que la douleur signale une souffrance. Une souffrance. En réalité, de l'endroit où vous avez mal, c'est en train de souffrir. Et donc, si c'est la hanche qui souffre et que vous avez un seuil un peu élevé, le jour qu'on va vous voir, vous allez avoir une hanche qui est déjà gâtée. Mais il n'y a pas une solution aussi pour la douleur? Il n'y a pas... Si. Non, mais on traite la douleur. C'est pour ça que quand vous venez à l'hôpital, on vous traite. D'accord. Voilà, on vous donne des... C'est-à-dire on traite la douleur et puis on traite la cause de la douleur. Voilà. On traite les signes. La drépanocytose, on ne peut pas soigner en fait. C'est juste les signes, c'est un traitement qui est symptomatique. Donc à chaque fois, comme il a dit, s'il y a un signe, vous venez, on essaye de calmer, mais on ne peut pas guérir de la drépanocytose. Waouh. Voilà. Donc, comme vous avez posé la question de savoir comment est-ce qu'on traite, le mot soigner chez nous... Je pense qu'on va garder la réponse là. On va aller se désaltérer un peu. Bah, écoutez, on va aller pour la pub, on revient juste après. D'accord. Si vous nous prenez en marche, on parle de la drépanocytose aujourd'hui avec Dr Soro, Dr Siloué et Kofi Anne. Tout à l'heure, vous étiez en train de nous donner quelques solutions pour la douleur et pour la drépanocytose aussi. Donc, comment soigner?
Donc, je disais que tout à l'heure, le mot soigner, c'est dès que vous donnez des soins à un patient, vous le soignez. Mais c'est le terme guérir qui est un peu difficile ici. Okay. On ne peut pas guérir un patient drépanocytaire tant qu'on n'a pas deux choses. Greffer, allogreffer, ou bien si on n'a pas fait une thérapie génie. Ça veut dire qu'on n'a pas, on peut aller, on prend le gène normal et on va le mettre à la place du gène qui est malade. Vous voyez un peu, c'est les deux solutions qui existent, mais ça coûte très cher et ça ne se réalise pas comme ça. Et ça a été déjà réalisé? Oui, c'est déjà fait. Et ça a eu des succès dans le monde? Oui, il y a des patients guéris, il y a des enfants guéris de la drépanocytose en Occident. Et ça coûte combien? Parce que ça doit être coûteux. C'est un peu cher quand même. On peut avoir une fourchette de prix? La greffe en elle-même, c'est pas moins de 60 000 euros. 60 000 euros. Waouh! 60 000 euros? Oui, oui. Wow. 60 000 euros, voilà. Ça fait pratiquement peut-être 40 millions. Hein. Voilà. Et là, c'est juste le soin pour faire la greffe. Mais après, il y a le suivi des greffes qui coûte très cher. Et quand la greffe n'est pas bien faite, on peut avoir une autre vie de malade, de grand malade. En voulant traiter la drépanocytose, on devient grand malade. Là. Donc ça, c'est quand la greffe n'est pas bien faite. Voilà. Hormis ça, il y a la thérapie génie aussi qui existe, c'est les deux formes. Mais sinon, hormis ça, on traite, on soigne les symptômes, comme elle a dit. Voilà. On évite que le patient soit constamment anémié. Donc, avec le suivi, il y a des traitements qu'on donne aux patients à base de vitamine B9, voilà, pour rehausser le taux d'hémoglobine, avec des compléments alimentaires qu'on donne aussi pour rehausser. Et puis, on conseille les patients, on conseille les parents des enfants pour éviter qu'ils aient des facteurs déclenchants qui vont venir aggraver la maladie. Donc, en réalité, quand tu viens à l'hôpital et que tu viens pour la douleur, on cède la douleur avec des calmants. Ça va des anti-inflammatoires, du paracétamol, jusqu'à la morphine. D'accord. Et puis, hormis ça, on traite l'infection, on traite le paludisme. C'est ça qui est autour. Et puis, on transfuse du sang. Voilà, c'est-à-dire quand tu transfuses, le but de la transfusion, c'est à deux niveaux. Tu vas faire diluer l'hémoglobine S. Imaginez quand vous prenez du sang normal, que vous mettez dans le sang qui est malade, vous allez diluer un peu le taux de S. C'est-à-dire si vous avez 50% de S, je dis ça n'importe quoi, 50%, 60%, lorsqu'on vous transfuse, on va relativiser le taux d'hémoglobine S, ça va diminuer les crises. D'accord. Voilà, ça c'est les soins. Mais tout à l'heure, Kofi Anne parlait de la grossesse, le cas de la grossesse. Est-ce qu'il est recommandé pour une personne atteinte, comme dans son cas, de tomber enceinte? Est-ce qu'il n'y a pas des risques? On peut tomber enceinte. On peut tomber enceinte quand on est bien suivi. Et dès que vous tombez enceinte, on vous voit régulièrement tous les mois. Quand vous passez chez votre gynécologue, vous venez également chez votre hématologue. On fait comme ça jusqu'au 9e mois. Et à l'accouchement, on monte un protocole qu'on fait en concomitance avec le gynécologue. Et puis on vous fait accoucher. Et au moindre risque, on vous césarise. Waouh! Et si on revient à ton toi histoire. Et bien sûr à ton accouchement, ta grossesse, comment ça s'est passé, comment ça s'est fait? Bon, je pense que ça s'est bien passé, par la grâce de Dieu. J'ai été suivie par un hémato-gynéco. Donc du coup, c'était justement le premier trimestre qui a été vraiment décisif, le premier mois. Comme je l'ai dit, j'ai eu une crise constante pendant un mois, donc j'avais les genoux enflés, je ne pouvais pas marcher et j'ai été hospitalisée pendant près d'un mois. Donc quand je suis sortie, j'ai été suivie par les médecins jusqu'à ce que j'arrive à mon 9e mois sans problème. Je n'ai plus de crise, j'ai plus de problème. Plus de douleur, j'avais mon traitement régulier, je prenais mes médicaments, je faisais mon suivi et puis je m'alimentais correctement jusqu'à la Mais est-ce qu'avant de tomber enceinte, tu t'étais renseignée, tu avais vu un docteur? Est-ce que tu savais un peu? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Mais tu savais juste que si tu prenais un partenaire qui n'était pas porteur du gène, tu n'allais pas avoir d'enfant malade, c'est ça? Ça, c'est sûr. D'accord. Et donc, par la suite, ton accouchement s'est bien passé? Oui, l'accouchement s'est bien passé. Okay. Donc, on l'a fait par césarienne. Donc, malheureusement, je devais accoucher à Abidjan. Et j'étais partie à Yamoussoukro pour les vacances de Noël. Donc, c'est là-bas que j'ai accouché. Donc, finalement, je me suis retrouvée avec le médecin qui avait accouché ma mère. Du coup, il était un peu paniqué, donc il a fallu que le médecin à Abidjan ici le rassure, lui donne un peu le protocole à suivre. Donc, on a pu faire la césarienne. Donc, puis le bébé se portait bien par la grâce de Dieu. Et tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Après, docteur Silué, j'aimerais savoir, est-ce que
la maladie affecte la fertilité chez la femme, ou même chez l'homme même? Ben, non, à ce que je sache, non. À ce que je sache, non. Un drépanocytaire, une drépanocytaire, non, ils sont fertiles comme nous tous. Voilà, il n'y a pas de... À la limite, peut-être le traitement à un certain niveau. Voilà. Et puis aussi, il y a des complications chez l'homme qui sont des complications ischémiques, que lorsque ça arrive, ça s'appelle le priapisme. Le priapisme, c'est pas si je dois le dire ça ici, c'est une érection douloureuse. Voilà. Ouais, le petit garçon, il a 5 ans, et puis il rentre en érection, et puis il pleure. Voilà, cette érection douloureuse sans stimuli. Si ça persiste trop longtemps, ça peut ramollir. Voilà. Mais c'est qu'il y a beaucoup de symptômes. Ça donne de l'impuissance. C'est qu'il y a beaucoup de symptômes concernant la maladie. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur tous les symptômes? Les symptômes, comme on a dit, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. À commencer par les manifestations en fonction de l'âge. D'accord. Voilà. Un enfant, un nouveau-né ou bien un nourrisson qui fait la crise, si c'est une crise douloureuse, c'est des douleurs qui sont localisées essentiellement au niveau des poignets et des chevilles. Ça s'appelle le syndrome pied-main ou main-pied. C'est une tuméfaction, une enflure, un gonflement qui est très douloureux. Quand vous touchez, ça fait très mal. Ça, c'est le signe du nouveau-né. Et lorsqu'on passe à l'âge du nourrisson, jusqu'à 4 ans maximum, 5 ans, c'est la douleur abdominale. Vous allez voir votre fille ou votre fils pleure régulièrement. Maman, j'ai mal au ventre. En réalité, l'enfant est en crise. Voilà. Donc, ce n'est pas plein de ventre. C'est plutôt la crise qu'il est en train de faire. Dans ce cas-là, il faut traiter ça comme une drépanocytose. Et là, on a les médicaments. Et au-delà de cet âge-là, vous allez avoir ce qu'on appelle les crises, comme tout le monde, comme ce sujet âgé, tout ça. C'est les douleurs ostéo-articulaires. Voilà. C'est des douleurs qui vont bouger. Tantôt, c'est ici. Tantôt, c'est sur le bras. Mais lorsque la douleur reste fixe, c'est un endroit précis, ça devient quelque chose à craindre. Ça peut être une infection de l'os. Mais tant que la douleur bouge en fonction du moment, c'est une crise en réalité. Donc, quand vous dites que la douleur, elle est à peu près pareille que celle de l'accouchement, donc ce n'est pas vraiment au niveau du bas-ventre ou... Ah non, elle a donné une partie de la douleur. D'accord. Elle a donné le seuil. Vous savez, quand le patient vient en hématologie au service, on lui demande de côté la douleur entre 1 et 10. Il y en a qui vont à 10. Ça dépasse 10. Donc, voilà, donc quand on vous dit on a pris une scie et qu'on vous a coupé l'os, c'est pas accouchement. Hein. Oh là là. Voilà. Alors la question est à Dr Soro et Dr Siloué. Est-ce que vous avez déjà connu un cas qui vous a vraiment bouleversé depuis que vous avez commencé votre carrière, Dr Soro? Oui, pour moi, depuis le début du projet, j'ai rencontré une maman, comme le Dr Siloué a dit, qui avait son bébé. Puisqu'au départ, on a eu un peu de mal à débuter. Donc, quand on l'a reçu, l'enfant avait déjà peu de 6 mois. D'accord. Donc, l'enfant avait déjà commencé à développer le syndrome pied-main. Donc, la maman appelait beaucoup. Elle me disait qu'à chaque fois, son bébé pleure parce qu'il a des douleurs, il a mal. Donc, on essayait de soulager l'enfant pour la prise en charge. Mais malheureusement, peu de temps après, l'enfant est décédé. Parce que ça n'a pas été fait, on va dire, assez rapidement. Puisqu'on a eu vraiment beaucoup de mal au démarrage du projet. Donc, en tout cas, ce cas-là en particulier, ça m'a touchée. En tout cas, on est vraiment désolée pour cette maman-là qui a malheureusement perdu son bébé. Et à toutes les mamans qui nous regardent en ce moment, qui traversent la même situation surtout. Ça ne doit pas être facile. Pas du tout. Quel conseil donnerais-tu à toutes les mamans qui ont un nouveau-né? Qu'est-ce qu'il faut faire, la première des choses? Je pense que la première des choses à faire quand on a un nouveau-né, c'est vraiment de faire son test, l'électrophorèse de l'hémoglobine, pour se rassurer qu'il n'y a vraiment rien. Et à chaque fois qu'il y a un signe d'alerte, même si on se dit que c'est rien, c'est peut-être juste, comme on a l'habitude de dire, plaie de ventre, ou bien les mamans, elles ont toujours des pathologies un peu bizarres qu'elles mettent sur tout. Ah, parce que moi, quand je disais à ma maman, j'ai mal au ventre, elle me dit, tu as faim, il faut que tu es là. Voilà, en général, on banalise vraiment les choses. Mais je pense que si le test dès le départ est fait, qu'on sait que l'enfant est malade, à chaque fois qu'il y a un signe d'alerte, on a le temps de partir vers son médecin. Et puis, comme Dr Siloué a dit, c'est vraiment important de se faire suivre. Dès l'instant où on sait qu'on est drépanocytaire, même si on ne fait pas de crise, il est important de régulièrement aller à l'hôpital, refaire les bilans pour éviter tout ce qui est complications après. Parce que souvent, quand on vient dans un état où c'est déjà
on a déjà une complication, c'est difficile de rattraper. D'accord. Voilà, donc c'est vraiment de se faire dépister et quand c'est positif, de se faire suivre mensuellement par un hématologue. D'accord, mais après, Kofi Anne, toi tu disais tout à l'heure que tu as eu recours à de la médecine asiatique et tout. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? Ok, donc en fait c'est venu sur l'initiative de mon conjoint. D'accord. Donc au départ, tout ce que je savais de la drépanocytose, c'était les douleurs. Donc quand il y a des douleurs, ce que je faisais, c'était pas de la prévention, mais c'était juste je venais à soigner simplement les douleurs. Donc j'attendais, chaque mois j'étais à l'hôpital, pour les hospitalisations, etc. Donc lorsque j'ai rencontré mon conjoint, il m'a dit qu'il va trouver, disons, le remède contre la drépanocytose pour moi et je vais guérir. Et ce qu'il m'a dit. D'accord. Bon, au début, moi, je ne croyais pas. Hein. Je disais, oh, faut faire ce que tu as fait. Nous, de toute façon, mes parents même ont cherché tout. Mon père, je me rappelle, il a bataillé dans tout, partout, en tout cas, tout ce qu'il pouvait trouver comme médicament pour qu'on soit guéri. Et donc, il a commencé à faire des recherches. Donc, il a fait des recherches et après, il a commencé à me présenter un peu ce que c'est que la drépanocytose. Parce qu'en réalité, je ne savais pas vraiment ce que c'est que la drépanocytose en profondeur. Donc, j'avais juste une idée vraiment superficielle de la drépanocytose et j'ai compris maintenant le mécanisme. D'accord. Donc, le mécanisme de la drépanocytose, c'est que lorsque tu as des problèmes au niveau de tes veines, lorsque les veines ne sont pas vraiment propres, c'est à ce moment-là que tu vas avoir des complications et que tu vas avoir des crises. Donc, ça passe par beaucoup de choses, l'alimentation, ce qu'il ne faut pas manger, ce qu'il faut manger, et puis faire attention aussi aux déclencheurs. Avant, je ne faisais pas du tout attention aux déclencheurs et je n'écoutais pas vraiment mon corps. Or, le corps est une machine qui donne des alertes. Donc, lorsqu'il y a ces alertes-là, c'est ce moment-là que vous devez prendre pour véritablement faire, disons, la prévention, vous mettre vraiment, soit voir le médecin, faire des examens, et puis vraiment comprendre ce qui arrive, et puis maintenant commencer à vous soigner. Or, nous, on attend que ça arrive avant que ça capote, et puis maintenant, on cherche à faire le traitement. D'accord. Donc, j'ai appris à écouter les signaux de mon corps, et chaque fois, je notais dans un cahier, j'avais un petit carnet sur lequel je notais. Donc, quand il fait froid, quelles sont les périodes auxquelles je piquais les crises, quels sont les éléments. J'avais jamais remarqué que le javel me faisait donner des crises. Ça, j'avais jamais constaté ça. Ah, d'accord. Voilà. Par exemple, donc quand je respire le javel, le lendemain, je fais une crise. Moi, je ne savais pas. Donc, j'ai commencé maintenant à faire attention à tout ce que je faisais. Donc, c'était vraiment cette attention-là. D'accord. Moi-même, je ne l'avais pas remarqué. Tu n'avais pas remarqué. C'est mon mari qui l'a remarqué. Mais après, docteur Siloué, tu l'as dit tout à l'heure, hein, comment tu réagis à ce qu'elle dit? Parce que tu parlais des éléments déclencheurs tout à l'heure. Effectivement, je vais renchérir sur le mot déclencheur. C'est ça. Voilà. Ça, c'est les patients qui sont conscients de leur corps. Voilà. Quand tu es conscient de ton corps, il faut faire attention aux déclencheurs. Voilà. Je dis qu'il y en a, il y a à peu près 5 ou 6 qui existent, mais il peut en avoir d'autres, mais qui sont personnels, que chacun peut en faire. Spécifique. Par contre, l'alimentation, je ne sais pas s'il y a des éléments de l'alimentation qui sont interdits, mais si tu sais que quand je mange ceci, ça me fait ceci, donc ça n'engage que toi, mais sinon le médecin ne dira pas qu'il y a une alimentation qu'il faut éviter quand on est drépanocytaire. Ça, on ne parle pas de ça, mais les déclencheurs qu'on connaît, c'est ce que j'ai cité là, c'est la demi-dizaine que j'ai cité. Et puis, voilà. On dira que c'est ça. Après, il faut faire attention, il faut être à l'écoute de son corps. À son corps et du corps de son enfant. Quand c'est ton enfant, il faut prendre soin, il faut regarder un peu ce qui déclenche. Voilà. Et moi, j'aimerais aussi faire rebondir sur les enfants. Parce que la personne peut tenir compte de son corps, mais quand c'est ton enfant, en voulant trop faire attention au déclencheur, tu peux le rendre aussi triste. Donc, il faut savoir jongler le milieu, le laisser jouer un peu, mais ça va l'arrêter au bon moment. Il ne faut pas être strict. Vous êtes strict avec lui, vous allez le stresser. Encore le stress va le faire. Il y a un gros travail à faire, que ce soit au niveau des parents ou de la personne qui porte la maladie. Je vois que vous êtes venu avec un livre. On va en parler juste après la pub. À tout de suite. Je le disais tantôt, juste avant la pub, docteur Siloué, vous êtes venu avec un livre. Est-ce que vous pouvez le présenter, juste au moins qu'on puisse voir la couverture du livre? Merci beaucoup. Je suis venu avec ce livre. C'est le livre qui a été écrit par mon patron, professeur Kofi Gustave, qui l'a publié en juin. Est-ce qu'on peut l'avoir? Voilà, en juin, juin 2023.
qui parle de la drépanocytose. Tantôt, elle disait qu'elle ne savait rien de la maladie. C'est après qu'elle a appris à savoir ce que c'est que la maladie, d'où viennent les complications. Et aussi, ce dont on n'a pas parlé ici, c'est comment survient la maladie, comment survient les crises, comment se fait-il que le patient fait la crise, quelles sont la physiopathologie, comment, voilà, tout est expliqué à l'intérieur. Le traitement hier, on parle de l'association entre le palu et les relations qu'il y a entre le palu et la drépanocytose. En tout cas, c'est un livre qui est vraiment riche et je vous invite à le prendre en librairie ou bien au service de hématologie. D'accord, c'est tout savoir sur la drépanocytose. Tout à fait, voilà. Tout savoir sur la drépanocytose. D'accord. Ouais. Ok, super. Alors, en parlant de ce livre-là, il faut savoir que, Anne, vous écrivez un livre en ce moment. Oui. C'est bien ça. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de détails là-dessus? D'accord. Donc, c'est un livre qui parle un peu de mon expérience et ça présente aussi une méthode à 3 techniques que j'ai utilisées depuis 10 ans aujourd'hui, qui marche très bien, qui fait que je n'ai plus de crise. Donc, ce livre sortira fin août. Déjà en préparation. Donc, il présente un peu 3 techniques basées sur la foi, les pensées positives et les bonnes pratiques. Les bonnes pratiques concernent l'alimentation, le sport, parce que j'ai pratiqué le yoga, ça m'a fait vraiment du bien. C'est vraiment extraordinaire. Voilà. Donc, avec d'autres méthodes aussi que j'ai testées, l'acupuncture et autres, pour vraiment aider dans, disons, le bien-être. Voilà, le bien-être de la personne drépanocytaire. Donc, j'ai aussi un blog qui parle de la drépanocytose. Donc, je l'ai appelé 360 degrés, drépa à 360 degrés. Pourquoi? Parce qu'il parle de toute de la personne dans tous ses sens. Donc, on touche l'âme, on touche l'esprit et on touche le corps. Pourquoi? Parce qu'on ne nous a pas expliqué que le stress psychologique peut vous entraînez beaucoup de maladies, peut déclencher même des crises. Donc voilà ce dont je parle et ce que j'ai découvert, voilà, donc je présente dans ce livre-là. Et ce livre-là sortira quand? Fin août. Fin août, oui. D'accord. J'espère qu'on aura quelques échantillons, oui, on va lire avant que le livre ne sorte. Bien sûr. Alors, docteur Soro, tout à l'heure on parlait de ce que vous faites et tout. Est-ce que déjà, est-ce que c'est l'État qui a mis ça en place? Est-ce que c'est gratuit? Est-ce qu'on peut en savoir plus? Bon, déjà, c'est pas l'État qui a mis en place. D'accord. C'est la Fondation Pierre Fabre et l'Agence française de développement. D'accord. Donc, mais on travaille en collaboration avec le ministère de la Santé. D'accord. Qui nous accompagne depuis le début du projet, depuis début 2022. Qu'on travaille. Et c'est totalement gratuit. C'est totalement gratuit. Voilà, on est axé, vu que c'est un projet pilote, on est plus axé sur le dépistage néonatal, selon les recommandations de l'OMS, des enfants de 0 à 1 an. Mais par contre, on organise souvent des campagnes de sensibilisation où on dépiste vraiment toutes les personnes de tout âge qui souhaitent se faire dépister puis connaître le statut. Donc, à l'occasion de ces campagnes-là, on dépiste tout le monde. Sinon, le projet, sur les 3 ans depuis 2022, on dépiste gratuitement les enfants de 0 à 1 an. Et lorsque finalement il se trouve que le patient a un trait drépanocytaire majeur, on le prend en charge gratuitement également. Wow, c'est magnifique, c'est super. Alors, je sais qu'en ce moment, il y a pas mal de personnes qui nous regardent. Moi et Niki aujourd'hui, on a beaucoup appris de vous. J'aimerais, vu qu'on est en fin d'émission, que chacun de vous fasse passer un message aux personnes qui nous regardent en ce moment. Qu'est-ce que vous aimeriez dire? Un mot de fin? Qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ce qu'on a dit? Ben, je peux dire que la drépanocytose, c'est une maladie qui date depuis très longtemps, et que de plus en plus, il y a des solutions. Voilà, il y a des solutions qui existent. Et le seul problème actuellement, c'est, est-ce qu'il faut le dire, mais s'il y a une volonté politique, c'est une volonté politique et qu'on met en place tout ce qu'il faut pour la prise en charge des drépanocytaires, ce serait bien. Parce que mine de rien, ça coûte cher, la prise en charge des drépanocytaires. Donc les parents dépensent beaucoup d'argent. Donc moi, j'aimerais faire un plaidoyer pour que tout le monde s'intéresse à la drépanocytose, pas seulement les patients, mais tout le monde. Et qu'il n'y a pas de limite de barrière entre les médecins et puis les patients, de barrière entre les médecins et puis les autres. Les bonnes volontés qui viennent nous voir au service d'hématologie, si vous avez assez de moyens pour nous aider à mettre en place la prise en charge.
l'État il fait déjà beaucoup, mais ils ont encore beaucoup à faire. Et donc, on espère un jour avoir un centre de drépanocytose grandiose, réservé qu'à la drépanocytose. Et puis, on fera avec, quoi, voilà. Mais rapidement, la prise en charge, elle s'élève à combien? Je pense qu'initialement, on disait que c'était autour de... Moi, je n'ai pas envie de mentir, dire des choses, et puis ça va faire plus justice aux enfants. Parce qu'il y en a qui peuvent dépenser plus que ça. Mais en tout cas, peut-être qu'elle peut répondre aussi à la question. Mais au moins 30 000 francs, 50 000 francs par mois, ça peut être le budget d'un drépanocytaire qui est régulièrement suivi. Voilà. Même quand il va bien, il fait quand même des dépenses par rapport à la surveillance, vérifier son hémoglobine, tout ça. Donc, il y a quand même une prise en charge. Il y a un petit fonds, un petit budget qu'il faut avoir mensuellement, autour de 30 à 50 000 francs. Voilà, si, voilà. De votre côté, docteur Soro? Eh bien, moi, ce que je peux dire, c'est que la drépanocytose, c'est une maladie qui est réelle. Parce que jusqu'à présent, il y a beaucoup de personnes encore qui se disent, qui banalisent, qui ne savent pas vraiment. Il y a même des personnes malades, comme elle le disait tout à l'heure, qui ne savent pas vraiment ce que c'est que la drépanocytose. Donc j'invite vraiment les gens à beaucoup se renseigner sur la maladie et puis à se faire dépister réellement. Et pour finir, comme Dr Siloé a dit, c'est vraiment le plaidoyer auprès de l'État. Parce que pour avoir travaillé avec les patients, je sais que c'est vraiment coûteux. Et en général, c'est des personnes qui n'ont pas nécessairement les moyens pour pouvoir faire un bon suivi. Donc, il y a beaucoup de négligence et puis après, on les retrouve dans des complications qu'on ne peut plus rattraper. Donc, j'aimerais vraiment qu'au niveau de l'État, on puisse faire un plaidoyer pour qu'ils puissent vraiment essayer de faire plus que ce qu'ils font déjà, pour vraiment aider ces parents-là pour que le suivi soit bien fait comme il le faut. D'accord. Anne Kofi. Ok. D'abord, je tiens à dire merci à une amie qui m'a permis d'être ici. Donc, je fais coucou à Esther, à Moicon. Donc, si elle se voit, si elle entend, je lui dis bonjour. Et puis, ce que je peux dire, c'est que à tous les mamans ou bien à tous les parents des drépanocytaires, sachez que la drépanocytose se contrôle. Même si vous avez la drépanocytose ou si vous avez des enfants drépanocytaires, il faut savoir que ça se soigne, ça se suit et avec un très bon suivi et une très bonne hygiène de vie, vous pouvez vivre jusqu'à 100 ans. Voilà. Est-ce que vous avez aussi un message à faire passer à toutes les personnes qui s'aiment, mais malheureusement, ils peuvent pas, qui sont malades et puis ils veulent forcément se marier là. S'ils sont prêts à supporter, il n'y a pas de souci. Ben, moi, je peux leur dire de venir d'abord, avant de faire un enfant, de venir au service de d'hématologie clinique pour observer un enfant qui est en crise. Et s'ils ont pu supporter la douleur, pas supporter la douleur, mais s'ils ont pu supporter d'assister au cri de l'enfant qu'on est en train de soulager. Exactement. Voilà, ils vont décider en âme consciente de faire un enfant, mais non, on va pas. Mais sachez qu'on sera là toujours. Pour les accompagner. En gros, c'est venez, on va vous décourager. Voilà. Non, nous, on doit les décourager. Moi, je connais des parents qui sont AS, ils ont voulu rester ensemble, ils ont fait les enfants. Dieu a fait qu'ils ont fait des AA, des AS. Mais je connais aussi des familles aussi qui sont AS, mais ils ont fait que des enfants drépanocytaires. Donc, en même temps qu'il y a une famille qui est à côté qui a la chance de faire des enfants normaux, de l'autre côté, ils ont fait que des enfants drépanocytaires. Donc, c'est Dieu qui décide, on va dire, pour nous les croyants. Faites attention et pensez à vos enfants. Hein. C'est bien vous les aimez, mais voilà. En tout cas, c'était un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup, Anne. Merci, docteur Siloé. Merci beaucoup, docteur Soro. Niki, on se revoit demain pour l'avant-dernière émission de la saison. Allez, à ciao. À ciao. Au revoir.